Je ne sais pas si pour vous l'image du jour c'est celle que nous avons choisie. Elle ne date pas forcément d'aujourd'hui, mais elle est très significative. Et là c'est Kadi qui nous a rejoint. Donc cette image c'est celle de Kim Jong-un en larmes au-dessus de cercueils des soldats nord-coréens. Racontez-nous. Alors oui, ça s'est passé dimanche, Magali, au Grand Théâtre de Pyongyang lors d'un gala. Je vais vous expliquer. Un gala qui marquait le premier anniversaire du traité militaire entre Pyongyang et Moscou. Et lors de ce gala, donc, ont été projetées des images sur écran géant relatant le déploiement des soldats nord-coréens dans la région de Koursk, donc en Russie. Les forces, vous le savez, on en a largement parlé sur ce plateau, venues prêter main forte aux soldats russes. Parmi ces photos, celle d'une cérémonie d'hommage aux soldats tombés pour la Russie, des corps rapatriés. C'est extrêmement rare, évidemment, en Corée du Nord, mais une fois de plus, c'est Kim Jong-un qui est mis en scène. Kim Jong-un, les mains posées sur les cercueils exposés, et il se regarde et il retient ses larmes, comme plusieurs spectateurs dans la salle. Parmi les images fortes, d'ailleurs, il y a celle qui montre un carnet, en fait, un carnet taché de sang qui aurait appartenu à un soldat nord-coréen récupéré sur un champ de bataille, donc dans la région de Koursk. Ce qu'il y a marqué sur ce carnet, ce sont ces mots: le moment décisif est enfin arrivé. Combattons courageusement cette bataille sacrée avec l'amour et la confiance sans limite que nous accorde notre bien-aimé commandant suprême, autrement dit Kim Jong-un, évidemment. Alors on notera évidemment que cette cérémonie, Magali, c'est aussi le symbole finalement d'une reconnaissance publique, des pertes humaines des soldats nord-coréens sur le front, et ça c'est un aveu inédit de la part du régime nord-coréen. Mais alors, est-ce qu'on sait de quand date cette vidéo ? Eh bien justement, alors la date de la cérémonie n'est pas précisée. Alors j'ai mené ma petite enquête en regardant ces images de près. Oui, évidemment vous me connaissez. Et vous voyez que Kim, il porte des vêtements assez épais, des vêtements pratiquement d'hiver. On regarde autour de son entourage, des proches. Puis je suis allée chercher un peu dans les archives météo, figurez-vous. En Corée du Nord ces derniers mois. Ma conclusion, c'est que les corps de ces soldats ont été rapatriés il y a plusieurs mois, certainement en mars, puisque figurez-vous qu'à Pyongyang, il faisait 27 degrés au mois de juin, 22 en mai, 18 en avril et 8 seulement en mars. Ce qui, effectivement, nous aiguille un peu vers le mois de mars. Et alors, justement, des cérémonies comme celle-ci, il risque d'y en avoir beaucoup d'autres, parce que si vous vous fiez aux propos de nos confrères de Reuters ou de l'ISW, l'Institut for Study of War, les renseignements sud-coréens indiquent que la Corée du Nord pourrait déployer, des troupes sur le territoire ukrainien dès ce mois de juillet, voire août prochain. La Russie se préparait à lancer une attaque à grande échelle contre l'Ukraine. Donc cet été, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec le concours des Nord-Coréens, comme vous le disiez tout à l'heure. Des Nord-Coréens, cette fois-ci sur le sol ukrainien et pas russe. Bon, ça, je vous demanderai ce que vous en pensez dans un deuxième temps. D'abord, les images. Visiblement, elles datent de plusieurs mois. D'après Kadi, pourquoi les avoir diffusées là ce week-end ? D'abord, Kadi a piqué ma curiosité. J'ai regardé la météo de Corée du Nord. Aujourd'hui, il fait 27 degrés à Pyongyang et un début de canicule demain, 32 degrés à Pyongyang. Voilà. Donc vous voyez, on traverse à peu près les mêmes conditions météo. Donc oui, clairement, ces images, et bravo pour l'enquête, ne datent pas d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils les diffusent aujourd'hui ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est un moment patriotique comme les Nord-Coréens aiment à en organiser. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils le font aujourd'hui. Mais c'est un avantage. C'est intéressant parce que Kim Jong-un, c'est un peu la politique de la pleureuse en fait. On s'aperçoit quand on regarde d'un peu près, il pleure tout le temps. C'est une technique pour amadouer les foules nord-coréennes. Et d'ailleurs, à la cérémonie, là, ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il y avait des acteurs nord-coréens payés pour venir pleurer. Mais alors pourquoi ? Pour susciter un peu l'émotion ? Pour susciter de l'émotion dans la population. Il le fait tout le temps. Il l'a fait à sa prise de pouvoir en 2011. Alors là, il y avait eu évidemment la disparition de son père Kim Jong-il. Mais il l'a refait après. Il l'a refait pour glorifier l'unité nationale en 2017. Il l'a fait... Ah oui, il y a eu le discours au Congrès des maires pour lutter contre la baisse de la natalité, pour régénérer le pays. Il a pleuré à nouveau. Grosso modo, il pleure quasi à chaque occasion. Il a pleuré pour le Covid aussi, en 2020. Chacun son enquête. Il y en a en 2020, il a pleuré en disant que oui, tout n'avait pas été parfait dans la gestion de la pandémie de Covid. Et puis maintenant, sur cette cérémonie, dont effectivement la chronologie des faits sur le front de Koursk permet de penser que ça peut être dans le courant du mois de mars, au-delà de l'habillement. On rappelle quand même, tout de même, 600 morts au moins. Et c'est ça, et moi je vois pas l'intérêt de ce régime. Et des milliers et des milliers de blessés, de personnes hors de combat qui pourront certainement pas y retourner. C'est quoi l'intérêt pour le régime alors ? L'effet drapeau.
je pense. Sur les pleurs. Oui, bien sûr. Exacerber comme ça la fibre patriotique pour célébrer ces héros nord-coréens qui ont volé au secours du grand frère russe. C'est une façon aussi de bien signifier ce pacte de défense mutuelle, de rappeler aux Nord-Coréens, au peuple nord-coréen, qu'ils seront défendus de la même façon par les Russes. Parce que c'est normalement ça le cœur de cet accord. Moi, ce qui m'interpelle aussi sur les images, et on la voit de plus en plus, c'est la fille. C'est sa fille. C'est la fille. On est vraiment Joey, Kim, qui aurait entre 12 et 15 ans. On ne connaît pas exactement sur une son âge. dynastie, en fait. Grand-père, du grand-père à la fille que l'on voit très bien là. On la voit maintenant quasiment à toutes les cérémonies. La semaine dernière, on vous diffusait des images d'un complexe touristique qui s'ouvre en Corée du Nord. Elle était là également, mais on voit que sur les moments plus durs, ou plus difficiles, où il est question de la patrie, encore une fois, de saluer le courage des héros, parce que c'est vraiment le narratif là de la Corée du Nord, eh bien on met en avant la fille de Kim Jong-un, que l'on voit là juste à droite, ce qui est bien l'idée de cette dynastie qui s'installe. Oui, elle est de plus en plus mise en avant. Il n'est pas dans l'ordre des choses en Corée du Nord. Normalement, ça devrait plutôt être un service, mais on ne les voit quasiment jamais. On a très peu d'informations sur eux. Par rapport à ces images, je voulais ajouter que ces images sont commentées en coréen. Ô nos héros, étoiles brillantes de ma patrie, ceux qui ont donné leur vie sans hésiter pour défendre l'honneur, brillent comme des étoiles radieuses. Bon, il y a beaucoup d'étoiles, mais il y a aussi un deal avec Vladimir Poutine. Il y a un échange. On soupçonne de plus en plus fortement qu'il y a des échanges au niveau du nucléaire. Pas forcément sur la bombe elle-même, mais plutôt sur les vecteurs. Les Nord-Coréens ont fait des progrès en termes d'aérospatial ces derniers mois, dernières années à peine, qui paraissent un peu suspects aux yeux de la communauté scientifique et qui font penser qu'ils ont été aidés. Même chose pour les sous-marins, sachant que le sous-marin fait partie de la triade qui permet de lancer des armes nucléaires. En Corée du Nord, ils ont un autre exemple d'allié russe, c'est l'Iran. La Russie n'a pas fait grand-chose. Est-ce que ça peut être un contre-exemple? Mais la Corée du Nord a l'arme nucléaire, donc risque sans doute beaucoup moins que l'Iran. Il y a une dissuasion importante du fait de posséder l'arme, d'être un État doté. D'accord. En tout cas, cet axe, on aurait pu qualifier, si on était des Américains des années 2000, cet axe du mal a considérablement pris des coups ces derniers temps. Et on a vu effectivement les difficultés que ça pose, notamment avec les opérations militaires américaines et israéliennes contre l'Iran. Un mot juste sur la fille pour rebondir sur ce que vous disiez, Magali. Je crois que c'est l'été dernier où on s'interrogeait sur l'état de santé de Kim Jong-un. Les services de renseignement sud-coréens, notamment, faisait état d'une santé un peu fragile, de problèmes d'obésité, d'hypertension et de tabagisme excessif. Il est tout à fait possible que dans cette optique-là, dans le but de créer une dynastie, effectivement, la fille soit de plus en plus mise en avant pour succéder au père en cas de défection. Et je reviens sur la deuxième information de Kadi. A priori, donc, ces soldats nord-coréens vont combattre non plus en Russie, mais en Ukraine. Qu'est-ce que ça va changer ? Et ça montre que pour cette fameuse offensive que Vladimir Poutine veut évidemment décisive, eh bien, il a besoin de main-d'œuvre absolument partout et qu'il a besoin de ces soldats nord-coréens. On estime à 10 000 le nombre de Nord-Coréens qui se sont battus sur le front de Koursk. Ouais, 15 000 peut-être. Peut-être même davantage. Et on voit que cet engagement militaire nord-coréen, il n'est pas terminé, que Vladimir Poutine a besoin de soldats sur le front, justement parce que, comme on disait tout à l'heure, il a besoin de chair à canon. Il y a trop de pertes. Il faut qu'il arrive à regarnir ses rangs. Et en effet, il y a eu un accord signé avec la Corée du Nord, accord d'assistance mutuelle, qui donc passe par l'envoi de troupes supplémentaires. Moi, je me souviens des réactions des Occidentaux. Si jamais les Nord-Coréens mettent un pied en Ukraine, là, la guerre change de visage. Bon, il n'y aura peut-être pas plus de réactions que ça. On verra. Il faudra voir effectivement quand est-ce qu'ils arrivent sur le terrain, dans quelle zone, dans quelle disposition l'armée russe aura recours à eux. Sur Koursk, vous aviez raison, l'expression est un peu malheureuse, mais c'était de la chair à canon. Il fallait de la masse. En territoire russe. En territoire russe. Et on a vu que finalement, Poutine a fini par récupérer Koursk, mais au prix de combien de morts russes et nord-coréennes. Pour la Corée du Sud, c'est un vrai problème de voir quand même ces soldats nord-coréens s'aguerrir au combat
combat, ce qui n'était pas le cas quand même depuis des décennies, et de les voir comme ça sur un terrain de guerre, sur le front. Tout ça est surveillé de très très près par les services sud-coréens. Et de découvrir notamment l'utilisation des drones dans une vraie opération. Exactement.